Bonjour à tous. Eh bien, voici ce 98e épisode de Passion Immo. On va parler fiscalité immobilière avec mon invité Pierre-Emmanuel Jus. Alors, avant de rentrer dans le détail et de commencer cette discussion avec Pierre-Emmanuel, un peu de contexte. On est en plein vote de la loi de finances pour 2025. On en est au début, c'est pas terminé. Il y a encore 2 mois à peu près avant le vote final de cette loi de finances. J'ai enregistré un épisode qui précède celui-là, le 97e pour le coup, où je fais le point de manière assez précise sur la situation après l'examen par la commission des finances de l'Assemblée nationale du projet de loi de finances présenté par le gouvernement. Parce qu'il s'est dit beaucoup de choses à ce sujet, parfois des bêtises, des incertitudes, et donc je fais un petit peu le point parce qu'il faut toujours le rappeler, rien n'est voté en l'état et tout est en situation d'amendement et qu'il n'y a rien, absolument rien de définitif. Bon, donc vous pouvez toujours aller écouter cet épisode si vous le souhaitez. Ça peut aider en fait à comprendre certaines des analyses de Pierre-Emmanuel Jus, mon invité. Je vais y revenir. Alors, mon invité, donc Pierre-Emmanuel Jus, qui est-il? Alors, c'est le directeur délégué de Maslow Immo. On va parler un peu de Maslow Immo, même si ce ne sera pas l'essentiel de cet échange. Maslow Immo, pour en dire pour donner quelques informations, c'est la vitrine digitale de Valority, c'est 40 ans d'expérience sur le marché, c'est 20 000 clients, et en fait, Maslow va s'adresser aux investisseurs de l'immobilier locatif qui veulent gérer en ligne la totalité de leur investissement. Donc, Pierre-Emmanuel aussi va nous expliquer leur manière de procéder. Mais compte tenu de ces décennies d'expérience et du nombre de clients, il y a une parole ici qui est intéressante, c'est celle de Pierre-Emmanuel Jus. Il a développé une expertise assez forte dans ce domaine et soyons honnêtes, ça va s'entendre. Alors je ne le connais pas, c'est pas un ami, donc je peux le dire avec d'autant plus de liberté que sa parole est fortement intéressante. Alors notamment, il va nous parler de la situation fiscale actuelle, mais il va le faire de manière intelligente. Et ça change, parce que je reconnais qu'en ce moment, j'en ai un petit peu assez des gens qui réagissent et surréagissent au moindre amendement qui est voté, parfois par l'opposition, et dont on sait très bien que ces amendements fiscaux auront une durée de vie extrêmement relative, et que pour le coup, commenter ce qui n'est pas fait pour durer a quasiment pas de sens, sinon éventuellement d'alerter, voire de faire peur aux investisseurs qui se disent « Oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer ?» Bon, moi j'aime bien parler de choses qui sont certaines, bon, même si le débat, évidemment, il s'enrichit toujours de discussions pendant cette phase où on est en plein vote de la loi de finances, mais faut garder un peu de recul. Et Pierre-Emmanuel prend du recul, on va clairement l'entendre dans son propos. Il prend du recul, il va donner des clés de compréhension de l'évolution fiscale en cours, en remontant aussi sur ce qui s'est passé ces derniers mois. Il va nous parler notamment de l'allocation meublée, c'est un peu le sujet de polémique en ce moment. Donc on va aborder tous ces points-là et vous allez voir à quel point Pierre-Emmanuel Jus nous donne un éclairage que je trouve, pour ma part, assez intéressant. Et donc je vais lui poser ici une première question. On a vécu, c'est vrai, depuis 1 an, une fiscalité du meublé particulièrement complexe, puisque on a changé assez souvent de pied. Alors moi, je voudrais savoir, lui, en tant qu'expert, en tant que dirigeant d'une société qui est en prise directe avec ses investisseurs, comment il a vécu tous ces changements de pied au long de ces derniers mois, et comment, selon lui, l'investisseur immobilier vit actuellement cette incertitude. Alors, je pense que ce qui est important, on va revenir à la genèse, vous avez raison, parce que ça va être important, ça va donner un peu de sens à ceux qui nous écoutent. En fait, ce qui va se passer pour l'investisseur, pour répondre à la deuxième partie, c'est qu'aujourd'hui, il a tellement de sources d'informations différentes qu'il peut être un peu perdu. Et puis, il faut dire aussi qu'on n'est pas beaucoup aidé parce que c'est difficile à comprendre le cheminement. Alors, le cheminement, il est lequel? Il est tout simplement déjà un marché locatif de résidence principale qui est dans une tension extrême quasiment partout en France et notamment dans les zones tendues. Et donc, comme il y a
moins de construction de logements, un marché de la transaction qui s'est fortement ralenti avec la fameuse hausse des taux. Et bien tout simplement, les gens qui étaient locataires, qui devenaient propriétaires, il y en a moins. Des gens qui vendaient leur T2 pour acheter leur T3, il y en a moins. Donc ça grippe le marché de la transaction. Il y a moins de turnover, il y a moins de biens qui sont sur le marché locatif. Force est de constater aussi que la location courte durée a dans les zones tendues, c'est-à-dire les zones de littoral, les zones, on va dire, de vacances et les centres-villes, a eu un vent en poupe. Et donc, on a d'abord les municipalités qui ont commencé à créer des restrictions. Hein, on a vu ça à Lille, on a vu ça à Paris, on a vu ça à Lyon, on a vu ça un petit peu partout, à Marseille également, à Nice. Bref, toutes les villes ont commencé à resserrer la vis. Pourquoi ? Parce qu'ils se retrouvent avec un flux migratoire positif, ils gagnent des habitants et on peut plus loger les gens. Donc l'ADN c'est quoi ? C'est de se dire aujourd'hui on a un problème sur le marché locatif, il y avait un avantage fiscal important sur la location meublée non professionnelle qui concernait autant la location à l'année que la location courte durée. Donc, je schématise, j'achète un appartement dans l'ancien, je vais chez Ikea le samedi après-midi, j'achète des meubles, je pose les meubles dans mon appartement et je me retrouve à plus payer d'impôts. Et si jamais j'ai acheté une passoire énergétique, dans un cas, j'ai plus le droit de la louer si je fais de la location à l'année. Et vu que j'ai acheté des meubles chez Ikea, finalement, j'ai le droit de la louer en courte durée. Donc, voilà un peu la problématique. Donc, il y a un rapport parlementaire qui a été piloté par Anne Glemer, qui est une députée du Finistère, pour dire il y a une injustice fiscale en France entre les revenus nus, donc je loue mon logement à quelqu'un qui en fait sa résidence principale et qui vient avec ses meubles et ses valises, avec la location courte durée, on se retrouve dans une situation qui n'est pas la bonne. Donc on va revoir et réajuster la fiscalité du meublé vis-à-vis du nu. Et donc le discours de Madame la députée Lemer a toujours été le même, c'est encourager évidemment, donc fiscalement, ou alors décourager, on va voir dans l'autre sens, mais encourager fiscalement l'allocation à l'année. Parce que notamment, je vais prendre schématiquement le marché des étudiants, nos pauvres étudiants qui recherchent des petites surfaces dans les grandes villes, eh bien aujourd'hui, les stats, elles sont terribles, c'est que 24% des étudiants renoncent à leur premier choix d'études, non pas à cause de l'étude, non pas à cause de Parcoursup, qui nous fait sourire parfois, mais à cause du logement. Donc, il y a tout un parcours parlementaire qui a été fait. C'est un projet de loi transpartisan. Je pense que c'est important dans le contexte politique qu'on le dise aussi. Donc, qui a fait son circuit à l'Assemblée, qui a fait son circuit au Sénat. Pardon, excusez-moi. Qui a fait son circuit à l'Assemblée, au Sénat, et qui était prêt à revenir en commission mixte paritaire pour savoir ce qu'on gardait, ce qu'on gardait pas. Et puis est arrivée la dissolution. Donc, dissolution, tout s'est arrêté. Donc maintenant, on est sur une nouvelle assemblée, une ministre du logement, Madame Létard, qui a été nommée de plein exercice, qui doit sortir un budget pour le projet de loi de finances et qui reprend des éléments qui ont déjà été travaillés, et donc la réforme de la location meublée non professionnelle. Voilà où on en est à l'heure où je parle, et puis on peut rentrer dans le détail de ce qui est aujourd'hui dans le projet de loi de finances et ce qui pourrait arriver. Alors pour le coup, moi, il y a une chose que j'aimerais savoir. Est-ce que vous avez des informations particulières ? Moi, je reconnais que je n'en ai aucune. Et à votre avis, est-ce que ce travail qui était arrivé au niveau de la commission mixte paritaire, et dont on pouvait imaginer que s'il n'y avait pas eu la dissolution, il se serait poursuivi en fait à la rentrée, est-ce que vous avez des informations qui vous laissent dire qu'après tout, ce travail parlementaire qui était quand même important, il va s'arrêter ou au contraire, il va se poursuivre normalement maintenant? Oui, alors aujourd'hui, le projet de loi de finances qui a été présenté concernant la location non professionnelle, c'est l'article 24 et il fait une page. Dans cet article 24, ils disent on a un problème sur les résidences principales, on a un problème de location courte durée, donc on va rapprocher la location meublée non professionnelle de la location nue. Et donc, aujourd'hui, il y a un avantage fiscal qui est important. C'est une vraie niche fiscale. C'est qu'aujourd'hui, lorsque je déclare des loyers en meublé, j'ai le droit de passer mes charges, comme dans le nu, mais j'ai le droit également de pratiquer de l'amortissement des murs et des meubles, qui, très concrètement, me permet de ne pas payer d'impôt sur les loyers si je veux être caricatural. Voilà. Et donc ça, c'est en gros la fiscalité des entreprises. C'est un peu comme mon entreprise achète des tables et des chaises, elle les amortit dans son bilan et à un moment donné, il y a une valeur comptable à zéro. Si jamais on revend les tables, l'entreprise elle paye de la plus-value, alors que dans le cadre de la location meublée, je passais mes amortissements pour combler mes loyers. À la sortie, je retrouvais la fiscalité du particulier, et donc fiscalité du particulier, pas de règle d'amortissement. Donc c'est vraiment une niche fiscale qui est très intéressante et très importante. Et là aujourd'hui, le projet de loi de finances qui fait une page dit on va réintégrer les amortissements
au moment de la revente, c'est-à-dire que la plus-value va donc, j'achète un appartement 100 000, je le revends 100 000, vous allez me dire pas de plus-value, eh bien, dans ce cadre-là, j'achète 100 000, les amortissements viendraient à passer et donc je vais peut-être être imposé sur une plus-value fictive. Ça, c'est ce qu'il y a dans le projet de loi de finances. Le projet de loi de finances, il dit on doit taper sur la courte durée. Si je fais simple, on doit encourager la résidence principale. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de distinction faite dans cette unique page de l'article 24, et donc cet article 24 est en attente d'amendement de la part de l'Assemblée pour que le travail de parlementaire puisse se faire, et donc qu'à la fin, on ait un projet de loi de finances sur cette partie, comme sur d'autres d'ailleurs, sur le logement. Donc les amendements ont été déposés le 14 octobre, par deux députés, Monsieur Cos et Monsieur Bréchu, de mémoire, je m'excuse si j'écorche le deuxième nom, pour... Monsieur Cos, oui, je suis sûr, l'autre, voilà. Je sais pas. Voilà. Donc il y a pas que, hein, mais il y en a plusieurs, mais en tous les cas ceux-là, c'est ceux qui sont, on va dire, avec un a priori positif de la part du gouvernement, sur lequel dans ces amendements va être précisé quelles catégories de logements meublés vont être concernées ou pas, et donc effectivement la réintégration des amortissements pour la location meublée courte durée et l'exclusion de la règle de ces amortissements pour tout ce qui concerne la location à vocation de résidence principale. Donc ça concernera l'exemple que je prenais tout à l'heure, j'achète un appartement et je le loue à l'année. Ça concernera également les résidences gérées bail commercial sur les résidences étudiantes et les résidences seniors, puisque lorsque je suis étudiant et senior, j'en fais bien ma résidence principale. Les interrogations qu'il reste, c'est les résidences services à vocation touristique, donc par exemple les logements à la montagne, sur lesquels je n'ai pas l'information, parce que les deux seuls exemples qui sont pris dans l'amendement, c'est résidence étudiante et résidence senior. Et le dernier point sur lequel moi j'ai pas d'information, c'est le bail mobilité, c'est-à-dire je loue à un étudiant pendant 9 mois et je loue 3 mois l'été. Ça, c'est des dispositifs qui existent, qui sont encouragés par certaines municipalités, comme la mairie de Nice notamment. Le maire Estrosi a sorti même un dispositif, c'est-à-dire quand vous mettez votre logement à disposition du Crous, c'est eux qui vous garantissent les loyers, etc. Enfin, il y a des choses pour les investisseurs qui sont intéressantes, puisqu'à Nice, faire du Airbnb, là aussi, je vais être caricatural, c'est plus possible. En tous les cas, d'en mettre des nouveaux. Sauf si on loue son logement à des étudiants, on est autorisé à louer mai, juin, juillet ou juin, juillet, août en courte durée. Donc voilà où on en est. Donc un projet de loi de finances, une réaffirmation de la priorité à la résidence principale pour remettre des logements en résidence principale du locataire, donc une sanction pour ceux qui font de la courte durée, et donc une exclusion qui devrait arriver par amendement. En tous les cas, les amendements sont déposés. Qu'est-ce qui va se passer? Les amendements vont sans doute être votés. Si je reprends l'exemple de mon projet de loi Le Meur, qui était transpartisan, de toute façon, je vais pas faire de politique, mais remettre des logements en résidence principale devrait convenir à la gauche et à la droite, donc on devrait trouver les 280 députés. Ça c'est déjà passé au Sénat, donc après commission mixte paritaire. La seule interrogation que l'on a aujourd'hui qui peut nous laisser patienter, c'est qu'il est peut-être envisageable que le projet de loi de finances passe au 49.3, et donc au 49.3, c'est le gouvernement qui prend ces articles et choisit ses amendements. Donc comme cette vidéo elle pourra repasser dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Comme ça, on va essayer de pas trop sortir les phrases de leur contexte. Donc aujourd'hui, voilà où on en est. Voilà les amendements qui vont être déposés. L'encouragement sur la résidence principale. Mais si le projet de loi passe au 49.3 et qu'au 49.3, le gouvernement décide et de l'article 24, qu'est-ce qu'il met dedans et quels amendements il retient, ni vous ni moi, on est capable de répondre. Mais voilà le fonctionnement, et c'est quand même assez clair sur la partie résidence principale du locataire. Et donc un investisseur aujourd'hui qui réfléchirait à investir, ce que je vais évidemment moi lui conseiller, c'est de dire que s'il envisage des solutions de location courte durée, du Airbnb ou du mélange, etc., je lui dirais ok, réfléchis à ça si tu veux, mais d'abord fais quand même ton petit tableau Excel avec une location à l'année. Ça t'évitera d'avoir des surprises et de te dire que si les règles changent, celles-ci elles ne changeront pas. Tu pourras toujours louer ton logement en résidence principale aux locataires. Bon, alors Pierre-Emmanuel, je veux pas vous flatter parce que c'est absolument pas ma manière de faire, mais j'aime bien dire les choses franchement. Moi, je voudrais vous remercier pour la qualité de votre analyse, parce que en fait, c'est une analyse qui est à la fois technique et mesurée. Et c'est rare les analyses mesurées par les temps qui courent. On a un peu l'habitude de l'exagération, de l'emportement.
Voilà, et moi, ça me fait du bien d'entendre des analyses pondérées qui savent prendre un petit peu de recul sur un tel sujet où il est tellement facile de s'envoler et de raconter un petit peu n'importe quoi. Donc, vraiment, merci. Cela dit, moi, je veux bien rebondir. Est-ce que tout ça, ça veut dire que le meublé, c'est mort? Parce que on entend un petit peu, c'est dans l'air du temps. On se dit que, bah oui, mais si la fiscalité du meublé, elle change autant, bah peut-être que c'est fini et que dans les années qui viennent, eh ben, il sera beaucoup moins intéressant d'investir dans le meublé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pars du principe qu'un investissement locatif, soit il est bon, soit il est mauvais. Déjà, c'est le premier point. Donc aujourd'hui, il y a un marché locatif qui n'a jamais connu une telle tension. Quand moi, je traduis ça de façon positive, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un investisseur aujourd'hui est quasi certain de trouver un locataire. Et il y a des villes qui avaient des tensions locatives qui étaient extrêmes et qui le restent toujours, qui sont les grands bassins d'emploi évidemment français que tout le monde connaît, les 20 grandes agglomérations françaises. Et puis on a des villes qui finalement n'avaient pas des tensions locatives très importantes, qui finalement se retrouvent également avec des zones tendues. Donc des villes qui font peut-être entre 30 et 60 000 habitants, qu'on n'avait pas l'habitude de... Voilà, moi je suis plutôt partisan d'agglomérations de 100 000 habitants, de rechercher la meilleure opportunité autour des bassins économiques et des aspirateurs économiques pour être sûr de trouver un locataire. Il s'avère que la tension locative, elle est très forte et qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles villes qui peuvent être intéressantes. Je peux citer Dijon ou Besançon, par exemple, sur lequel j'aurais pas forcément eu un avis hyper favorable il y a 4-5 ans et sur lequel aujourd'hui tous les chiffres montrent qu'il y a une tension locative qui est très forte et donc on est sur des villes qui sont moins chères que du Bordeaux, du Lyon, du Paris ou du Lille. Donc ça veut dire de nouvelles opportunités. Ensuite, la location meublée, elle concerne toujours la même chose, c'est plutôt des petites surfaces. Une famille, dans un T4, elle viendra avec ses valises et ses meubles. D'accord ? Si elle vient en transhumance, c'est juste parce qu'elle change de région et elle est en attente de trouver un logement. D'accord ? Donc la location meublée est quand même destinée à des gens qui sont plutôt sur des T1 et des T2. Voilà, je vais retirer la colocation. Évidemment, le système de colocation fait que je vais louer meublé, évidemment. Mais voilà, donc c'est plutôt les petites surfaces que les grandes surfaces. Et il y a vraiment un marché. On a 18 millions de célibataires en France. Voilà, c'est très clair qu'aujourd'hui, la location meublée, elle est importante. Ces incertitudes, moi, j'ai fait les calculs. Est-ce que c'est une bonne nouvelle de réintégrer les amortissements demain si jamais ça passe pour tout le monde? Bah déjà, ceux qui font un investissement locatif à crédit, c'est comme la majorité des gens qui font un investissement locatif aujourd'hui. Bon bah si j'ai mes loyers, j'ai mes intérêts d'emprunt et je pratique mes amortissements, on va voir que à horizon 10 ans ou 15 ans, la plus-value, on paiera pas grand-chose. Tous les calculs que vous voyez caricaturaux, et je vous remercie de les prendre pour exemple, ils oublient, voilà, vous avez le droit à des forfaits de 7,5% pour votre acquisition pour diminuer votre prix, vous avez le droit à un forfait de 15% de travaux, ça fait déjà 22% à retirer ou à ajouter à retirer de votre prix de vente, de votre prix d'achat ou à ajouter à votre prix de vente. Donc déjà, voilà, plus les délais de détention. Délai de détention, c'est quand même 6% par an au-delà de 5 ans. Donc, je veux dire, je veux bien qu'on achète des biens meublés à 100 000 et qu'on les revende 200 000, qu'on fasse du cash flow positif et qu'on vive à Dubaï. Mais la réalité, c'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer. Donc aujourd'hui, un appartement en petite surface, ce sont pas les appartements qui se valorisent le plus dans le temps. C'est un placement de bon père de famille qui va prendre l'inflation tranquillement. Donc si je prends l'inflation tranquillement, que j'ai acheté à crédit, que j'ai déjà le droit à 22% d'abattement et 5% par an, je peux vous assurer que la plus-value à 10 ans ou 15 ans, ça va être moins cher que les frais de dossier que vous allez payer à votre banque pour faire le crédit. Donc, le LMNP c'est mort, on est tous foutus, ça vaut plus le coup d'en faire. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu de raison gardée sur le sujet? Quelqu'un qui viendrait à acheter cash de la location meublée, et on en a, puisqu'on a un rendement net, donc c'est effectivement en concurrence avec des CPI ou des choses comme ça, bah là effectivement je vais consommer plus vite mes amortissements. Donc si je consomme plus vite mes amortissements et que ce dispositif passe, eh bien, pour la totalité, je pourrais avoir une imposition sur les plus-values. Moi, je faisais un calcul sur 10 ans avec une revalorisation du bien sur l'inflation et on va dire les abattements. Voilà, j'arrivais quand même pas à des scénarios catastrophes. Mais je le répète, le sens de la loi, le sens du projet de loi de finances, le sens de l'ADN depuis 1 an et demi sur la location meublée, c'est haro sur la location courte durée pour remettre des logements
les besoins des Français, les besoins de Français, c'est se loger à l'année, c'est pas se loger pour les vacances. Et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de villes sur lesquelles Marseille, Nice, moi j'habite à Lyon. Je veux dire, c'est catastrophique, notamment pour les étudiants. Donc, pas d'affolement. Deux, le spectre de la résidence principale devrait quand même être privilégié par le gouvernement, le projet de loi de finances et les députés. Voilà, il y a aussi des gens intelligents dans l'hémicycle et qui connaissent leur territoire. Ils sont en permanence tous les vendredis dans leur circonscription. Ils en prennent plein les oreilles et ils en prennent plein les oreilles sur le logement. Voilà, tous. Moi, j'ai un ami qui est député de la 4e circonscription du Calvados, donc un territoire et urbain et rural. Il en prend plein les oreilles. Plein les oreilles. D'accord ? Évidemment sur d'autres sujets qui font l'actualité, mais il en prend quand même plein les oreilles sur le logement. Alors, je crois qu'on a fait le tour, enfin, même si on n'en fait jamais totalement le tour, on a fait le tour de la question fiscale. On pourrait débattre comme ça encore pendant des heures, mais il faut qu'à un moment donné, on laisse le législateur avancer et puis il sera toujours temps de faire des commentaires par la suite. Alors, vous avez répondu un peu par anticipation à certaines de mes questions. Moi, je passe au volet Maslow. Donc, évidemment, je suis allé voir un petit peu sur votre site internet. Très bien fait, hein. D'ailleurs, comment fonctionnait Maslow. Et il y a une chose d'ailleurs que je n'ai pas dit quand je vous ai présenté et je voudrais insister là-dessus. Maslow, c'est aussi un podcast vidéo, donc on retrouve, je crois, hein, sur YouTube, et dont j'invite tout particulièrement les auditeurs de Passion Immo à aller jeter un œil, parce que pour moi, c'est un podcast extrêmement sérieux. Alors, vous n'y faites absolument pas, c'est pas un podcast promotionnel, hein, du tout. Il y avait des invités dont, en général, moi, j'apprécie les compétences, les qualités d'analyse, voilà. Je pourrais le dire d'un raccourci, c'est pas sur le podcast Maslow où qu'on va vendre du rêve, où on va promettre aux gens de devenir milliardaires en quelques semaines, comme on l'entend un peu parfois de manière caricaturale. Donc, allez fréquenter ce podcast. Alors, cela dit, sur le volet investissement locatif, vous vous présentez comme une solution 100% en ligne. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, en 2024, un investissement locatif 100% en ligne ? Oui, l'idée c'est ça, c'est que notre souhait, je vais rappeler l'ADN de Maslow. Nous, on fait partie d'un groupe qui existe depuis 40 ans et donc aujourd'hui, on a des canaux de distribution et donc le projet d'une entreprise lorsqu'on vend de l'immobilier ou de l'immobilier locatif, c'est de dire comment je touche 100% des prospects. Donc, comment je peux toucher 100% des gens. Et il s'avère que dans le groupe Valority, aujourd'hui, notre clientèle, on va dire un peu classique, elle a entre 40 et 60 ans, elle est propriétaire de sa résidence principale, elle fait son premier investissement avec nous. Ça, c'est un peu le réseau B2C classique. Évidemment, j'ai des gens de 25 et j'en ai d'autres de 70, mais on va dire le cœur de cible, c'est plutôt celui-là. On travaille également en prescription, en réseau B2B, où là, ce sont plutôt des CGPI, des filiales de banques qui commercialisent nos produits, où là, par exemple, chez les banquiers, j'ai plutôt une courbe d'âge qui est plus de 60 ans, propriétaire d'assurance principale, a déjà fait de l'investissement locatif, généralement vend son immobilier faiseur, c'est-à-dire j'ai acheté moi-même, j'ai fait mes travaux, j'ai géré. Sauf qu'à 65 ans, j'en ai un, voilà, je vends, je récolte les fruits de mes investissements et je replace mon argent, tantôt en assurance vie, tantôt en PEA, en ce que vous voulez. Et puis comme ils sont tellement picousés à l'immobilier, qu'ils veulent bien faire de l'immobilier, mais ils veulent plus s'en occuper, donc ils recherchent des solutions plutôt gérées. D'accord ? Donc ça, c'est l'ADN du groupe. Et puis, on a toute une population qui aujourd'hui est sur Internet. Aujourd'hui, la génération qui me suit ne regarde plus la télévision, ne va plus voir son banquier. Elle est en banque en ligne. Elle vous écoute, vous, en podcast pour avoir les bonnes informations. Elle est sur Internet, elle se dit, moi, je veux investir dans l'immobilier et j'ai besoin de data. J'ai besoin de comprendre comment ça marche. J'ai besoin de comprendre par moi-même comment ça marche. Et après, ils vont rechercher le meilleur interlocuteur pour faire l'investissement. D'accord ? Et nous, aujourd'hui, quand on est en vidéo avec ces clients-là, ils savent déjà beaucoup de choses. Ils ont comparé des sujets. Est-ce que je fais du neuf? Est-ce que je fais de l'ancien? Comment ça marche? Donc l'idée, c'était d'avoir une plateforme digitale qui permette de faire 100% en ligne de chez soi. Oui, on a créé quelque chose où j'aimerais être comme Sarenza le matin et allumer mon ordinateur et me dire tiens, on a fait 3 ventes hier soir. La réalité, c'est pas celle-là. Mais vous pouvez
sélectionner un bien, le réserver, le financer avec du courtage en crédit qui est intégré. Vous pouvez le gérer également par nous. Tout est intégré. Nous, c'est pas des partenariats, c'est pas on va passer par meilleur taux pour avoir une solution, on va gérer votre bien par Citia ou par Foncia. C'est pas ça. Tout est intégré pour maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur et aussi apporter notre engagement et notre conseil. Donc, comment ça se passe? Aujourd'hui, les gens vont sur notre site internet. Ils ont deux choix. Soit ils savent déjà, je veux investir à Nantes. Donc, ils tapent Nantes, ils regardent les projets que nous pouvons avoir. Ou alors, aujourd'hui, 2 fois sur 3, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une simulation pour savoir quel est leur budget d'investissement. D'accord? Et après, ils prennent rendez-vous en ligne. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur le calendrier de mes collaborateurs. Donc, nos collaborateurs sont salariés. Ils ont tous plus de 10 ans d'expérience. Ce sont des experts dans l'investissement immobilier locatif parce que moi, j'ai la ressource de Valority pour monter Maslow. Et ça, c'est très important de le dire. On va peut-être parler d'autres plateformes qui ont pu se monter, mais l'idée, c'était vraiment la data et l'expertise. Ensuite, comment on apporte à l'internaute les clés du succès? On essaye de se mettre d'accord sur c'est quoi un bon investissement immobilier. Un bon investissement immobilier, c'est investir sur une zone tendue, au bon prix, avec une perspective de marché. Donc, on a créé un algorithme et on a allé chercher de la data qui nous permet de mesurer ça. Donc, on achète de la data à bien ici pour la géolocalisation des commerces, des transports et des services. On achète de la data à Priceable qui, lui, aspire de la data sur les annonces, la durée des annonces, l'évolution des prix, qui va croiser ça 6 mois après avec DVF pour avoir des courbes de prix et des transactions aussi qui nous permettent de se dire le marché immobilier, non pas sur DVF ou sur les notaires qui a toujours un petit peu de retard, qui soit une photo qui soit intéressante. Et puis de la profondeur de marché. Et ensuite, un appartement qui a un extérieur ou qui n'en a pas, un appartement qui a un parking ou qui n'en a pas, il n'a pas la même note. Donc en fait, il y a 20 critères comme ça qui donnent une note sur 5. Pourquoi? Parce qu'on est sur Internet, Trustpilot, les choix de votre restaurant, par exemple. Et donc, on a une note sur 5 qui va scorer tous les appartements. Et pour éviter les problèmes avec les promoteurs dans le neuf ou dans le reste, tout ce qui n'a pas 3 sur 5 n'est pas présent sur le site. Donc comme ça, je me fâche pas avec le promoteur qui aurait un programme qui serait peut-être intéressant en résidence principale, mais pas intéressant en résidence locative, et qui apparaîtrait sur mon site à 2 sur 5, il apparaît pas. Et ensuite, on a un positionnement, nous, très clair, c'est qu'on vend du neuf et de l'ancien récent. C'est quoi l'ancien récent pour nous? C'est qu'aujourd'hui, on a une incertitude sur les DPE. C'est-à-dire que les DPE, aujourd'hui, vous avez des dates qui vous permettent ou pas de louer votre bien dans le temps, 2025, 2028, 2034. Et donc, nous, on enlève cette incertitude-là, puisque tous les logements que vous avez sur Maslow ont un DPE D, c'est-à-dire que dans un horizon d'investissement de 10 ans ou plus, vous êtes certain que sur la durée de votre investissement, vous n'allez pas vous retrouver à investir pour les travaux, parce que les travaux, ça fait peur, parce que les travaux, on ne sait pas combien ça coûte, parce que les travaux, on ne sait pas comment on va être aidé. Et puis, sur du collectif, sur des appartements, une fois qu'on a changé le ballon d'eau chaude et la fenêtre, il reste l'isolation par l'intérieur. Et qu'un appartement, ça se vend au mètre carré. Et donc, quand on fait de l'isolation par l'intérieur, on perd entre 3 et 7% de surface. Et donc, on perd des mètres carrés. Donc, nous, ce positionnement-là, il y en a d'autres qui le font. Nous, notre positionnement, c'est que tu veux investir dans l'immobilier locatif chez Maslow. On a mis un petit peu toutes les clés de sécurité. Évidemment, je ne suis pas devin et on peut se planter. Mais la réalité, c'est quand même pas celle-ci. On essaye d'enlever toutes les surprises. Voilà. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Et en fait, nous, notre positionnement, c'est que ceux qui veulent investir dans l'immobilier, moi, je les appelle des investisseurs. En fait, j'ai de l'argent, je souhaite le placer pour que ça me rapporte de l'argent. Ça, c'est investir dans l'immobilier. La deuxième solution, c'est s'investir dans l'immobilier. Et s'investir dans l'immobilier, c'est rechercher soi-même, gérer ses travaux, faire des travaux dans un appartement, gérer rien que le fait de trouver des interlocuteurs pour faire des travaux, c'est s'investir dans l'immobilier, c'est pas tout à fait la même chose. Et souvent, sur Maslow, par rapport au budget, nous, notre population, elle a entre 25 et 44 ans. Je fais 23% de mes ventes sur des expats. Quand je dis des expats, j'intègre les dom-toms. Vous imaginez bien que les dom-toms, les gens qui sont... alors, je vais pas prendre la Réunion, ils sont à peu près dans le même fuseau horaire, mais si je suis en Martinique, pour avoir accès au marché de la métropole, j'ai que Internet. Et pour les gens qui ont déménagé il y a plus de 2 ans de France, j'espère qu'ils sont à jour et qu'ils lisent un peu et qu'ils écoutent des podcasts Passion Immo pour savoir ce qui se passe en France. Sinon, ça va quand même être la surprise. Donc l'idée, c'est que souvent, l'investisseur, il connaît bien 3 marchés. Il connaît le marché où il habite, le marché où vivent ses parents, le marché où il a fait ses études. Et si je veux en rajouter un 4e, ça fait 15 ans que vous allez à Saint-Raphaël en vacances, vous connaissez le marché de Saint-Raphaël.
Sauf que le budget des gens, il a changé. Donc, en 2022, je pouvais investir 250 000 euros. En 2023, je pouvais investir 200. Et en 2024, je peux investir 220. Donc, quand je suis CSP+, région parisienne, qui est 50% des rendez-vous qu'on a sur Maslow, bah, ils disent, mon budget, c'est 180 000 euros. Je vais pas investir à côté de chez moi. Comment je fais pour avoir des critères objectifs qui me disent que c'est bien d'investir à Dijon, à Montpellier, à mes yeux. C'est quoi les critères? Et voilà en quoi on essaie de leur répondre. Alors, on comprend mieux comment les choses se passent. Vous avez répondu déjà de manière assez complète. Moi, il y a un aspect que j'aimerais qu'on approfondisse. Comment vous sélectionnez les projets? Ça, je pense que c'est peut-être le maillon le plus important qu'on a envie de décrypter. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez un relais local pour sortir un petit peu du tout digital et puis aller constater les choses, les vivre sur le terrain? En fait, comment elle se fait, cette sélection? Parce que j'imagine que cette sélection, elle ne doit pas être aussi simple à réaliser qu'on imagine. Non, alors l'algorithme nous aide quand même beaucoup, hein, faut quand même bien l'avouer. En fait, moi, si je parle par exemple de l'offre neuf, on a nos tuyaux branchés chez les promoteurs. Donc, je suis branché chez Kaufman, je suis branché chez Bouygues, je suis branché chez Valorissimo, etc. Après, ça passe évidemment dans le filtre. Le meilleur filtre que l'on a, c'est notre expertise et notre expérience. C'est-à-dire que notamment sur la location, nous, on paye 20 000 loyers par mois. Donc, on est implanté partout en France. Moi, c'est 35 villes aujourd'hui sur lesquelles on a une implantation avec des négociateurs location. C'est-à-dire que on connaît parfaitement le marché locatif. Vous imaginez bien que quand je fais un picking avec un promoteur sur une résidence à Nantes, qu'un de mes collaborateurs va pouvoir proposer, j'ai à disposition les informations du promoteur, l'algorithme de Maslow, et mon talent commercial. Ok, je peux avoir autre chose, je peux avoir la réalité du marché locatif. Moi, j'ai mon stock en live, je sais à Nantes combien j'ai de lots alloués, est-ce que le turnover il est important ou pas, est-ce qu'on met plusieurs jours ou plusieurs semaines à relouer logement. Je vous rassure, avant. En ce moment, la tension elle est tellement forte, mais c'est ça l'idée. D'accord? Ensuite, sur le neuf, on est branché sur les promoteurs, donc ça c'est ma première réponse. Sur l'ancien récent, aujourd'hui, on est plutôt sur de l'offre un peu off-market. Alors, quand je dis off-market, c'est pareil, c'est un mot qui est galvaudé tout le temps. Nous, c'est simple, on accompagne des clients depuis 40 ans. Ça veut dire qu'on a des gens qui, lorsqu'il y a un changement de locataire, nous disent combien vaut mon bien, est-ce que vous pouvez vous occuper de la revente? Donc, on a un service de transaction. Et donc, lorsqu'on a ces demandes, on regarde si le DPE est D, on regarde s'il y a un intérêt sur le marché locatif, mais c'est des logements que nous, on loue déjà depuis 10, 12, 15 ans. Donc, en fait, je suis capable de dire à la personne, Monsieur Nicolet, aujourd'hui, je vous propose un appartement dans l'ancien à Nantes. Cet appartement, on le gère depuis 15 ans. Il y a eu 3 locataires. Cet appartement était loué 650 euros il y a 10 ans. Il est loué aujourd'hui 740 euros. Voilà les listes des travaux qui a été fait sur les 12 dernières années. Mais vous n'avez pas une plateforme qui est capable de vous dire ça. Ça, je peux vous le garantir. Les plateformes qui sont dans un modèle ancien, elles ont des apporteurs d'affaires où elles mettent un city manager, parce qu'on est à l'anglaise, elles mettent un city manager qui va chercher des biens. Voilà, donc je paye les frais d'agence, je paye les frais de la plateforme, je paye mes travaux. Je me retrouve avec un bien qui est magnifique et qui ressemble à un joli catalogue suédois, qui est un poil plus cher que le marché de l'ancien, sachant que c'est de l'ancien. D'accord? Et de l'ancien, ça se compare à l'ancien, même si pour moi, si je veux donner un petit conseil à nos investisseurs qui nous écoutent, c'est de ne pas s'arrêter au prix mètre carré. Dans une rue, si vous avez un immeuble de 1985 et un immeuble de 2005, il est dans la même rue, on est sur le marché de l'ancien, mais ils ne sont pas au même prix. D'accord? Et donc quand j'achète un appartement neuf en 2024 qui est livré en 2025, il ne sera pas au même prix en 2035 que l'appartement de 1985 ou celui de 2005, quels que soient les travaux qu'on ait fait dans les 2 premiers appartements, parce qu'il faudra jamais oublier la copropriété notamment. Bien, alors Pierre-Emmanuel, moi j'aimerais arriver à la conclusion en toute simplicité. Je vais quand même vous poser une toute dernière question. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'immobilier, c'est logique. Bon, moi j'ai un podcast spécial immobilier. Vous, c'est votre cœur de cible. Mais après tout, on sait bien qu'une logique d'investissement, ce n'est pas que de l'immobilier. Il y a d'autres choses que l'immobilier. Il y a d'autres produits vers lesquels on peut investir. Et moi j'aimerais votre avis sur cette question. Est-ce que vous
vous avez d'autres produits éventuellement vers lesquels vous inviteriez vos investisseurs à aller, voilà, en toute objectivité, sans aucune langue de bois, j'aimerais bien avoir votre avis sur cette question, qui est une manière d'élargir la question de l'investissement au-delà de l'immobilier. Bah, moi, je répondrais un peu pyramide de Maslow, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque je travaille et je commence à épargner, c'est l'épargne de précaution. Voilà, donc ça, c'est plutôt les livrets. Ensuite, il y a l'épargne moyen terme pour mes projets. Je veux constituer un apport personnel pour m'acheter une résidence principale, etc. Voilà, où là, je vais plutôt dire que l'assurance vie est une excellente formule, ça. Puis à un moment donné, je vais passer sur l'investissement. Ça va me dire, voilà, je veux préparer ma retraite, financer les études de mes enfants, m'acheter une résidence secondaire, des projets plus long terme. Et donc là, il va falloir réfléchir à comment je vais capitaliser le plus rapidement possible ou le plus efficacement possible, si je peux m'exprimer ainsi. Donc je vais déterminer un budget qui est, bah voilà, j'ai mon salaire, j'ai mes charges et voilà ma capacité d'investissement. Et ma capacité d'investissement, imaginons que ce soit 500 euros par mois, bah si je mets 500 euros par mois, effectivement, je peux faire de l'action, des titres de vif, des ETF, ce que vous voulez, ou de l'immobilier. L'énorme différence avec l'immobilier, ça on l'enlèvera jamais, c'est qu'elle a plusieurs moteurs. C'est-à-dire que si je décide d'investir sur un contrat d'assurance vie, sur un projet long terme, et c'est une très bonne solution. Au mois de janvier, je vais mettre 500 euros. Au mois de février, je vais mettre 500 euros. Alors que si j'ai une capacité à m'endetter et que je peux lever 200 000 euros de dette parce que je vais mettre les 500 euros de ma poche, le locataire va mettre 500 euros de sa poche, eh bien, peut-être que je peux emprunter 150 000 euros. Eh bien, je vais faire travailler 150 000 euros au mois de février quand je serai passé chez le notaire et c'est ça l'énorme différence. Donc moi, je dis aujourd'hui, c'est assez simple. L'effet de levier du crédit pour l'immobilier restera un avantage concurrentiel qu'aucun autre placement pourra battre, tout simplement. Donc, il faut raisonner en poche. Quelle est ma poche d'endettement? Voilà. Et quelle est ma poche d'endettement? Résidence principale. Voilà. Si je suis dans une très grande ville et que ma résidence principale plombe, évidemment, de façon importante ma capacité à m'endetter. Tant que j'ai de la capacité à m'endetter, il faut plutôt le faire. Je pense que c'est ça qui fonctionne le mieux. Et puis bah après c'est vrai que le marché immobilier il est cyclique. Pour autant aujourd'hui en 2023 on a connu des taux qui sont passés de 1 à 4. Je n'ai jamais connu ça. Donc moi j'ai 48 ans, je suis dans l'investissement immobilier depuis 2005. Avant j'étais banquier, donc des crises j'en ai connu. J'ai fait celle de 2008, j'ai fait celle de 2013, donc je maîtrise assez bien le sujet. On n'a jamais eu ce retournement aussi important. Et malgré ce retournement-là, c'est-à-dire les gens ont perdu 34% de pouvoir d'achat, quand les taux sont passés de 1 à 4, est-ce que le marché a perdu 34%? Est-ce que la personne qui avait investi dans l'immobilier a perdu 34% de son loyer? Par contre, quand mon Bitcoin il passe de 70 000 à 15 000, j'ai bien compris ce qui s'est passé. D'accord? Quand mon contrat d'assurance vie a dégrafé sur mes unités de compte, voilà. Quand il est positif, c'est très bien. Donc, est-ce que quand ma capacité d'endettement a perdu 34%, le marché a perdu 34%. Il y a même des marchés qui ont tellement résisté qui sont à 0+, pour pas dire plus 3, plus 4, plus 5. Et est-ce qu'on a un exemple de marché qui a perdu 34%? Voilà. Les villes qui ont le plus souffert, ce sont les villes qui avaient le plus augmenté. C'est celles qui ont fait x2 x3 en 20 ans. Bordeaux, ça fait x3 en 20 ans. Oui, ça fait 11%. Ah oui, d'accord, j'ai fait plus 200, moins 11, plus 200, moins 11. Ok. Et j'ai fait moins 11 sur mon loyer? Ah non, je touche toujours mon loyer, moi. Mon loyer, il a même pris 3,5. On m'a même obligé à le bloquer à 3,5 parce que sinon, j'aurais pu augmenter plus. Donc évidemment que l'immobilier a un attrait qui est important. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il faut prendre en compte sa capacité d'endettement. Après, ce que détestent les investisseurs, ce qui est normal, mais comme tous les entrepreneurs aussi, parce que moi je compare aussi les investisseurs aux entrepreneurs, c'est que les règles changent. Donc en fait, la fiscalité, c'est sûr que si ma TMI elle change, si la CSG elle change, voilà. Donc en fait, dès qu'on est sur des choses qui changent, l'investisseur peut se dire bon, alors à quelle sauce va être mangée, voilà. En tous les cas, il y a deux catégories d'investisseurs. Il y a ceux qui investissent et ceux qui le font pas. Et tous ceux qui font pas, ils disent c'était mieux avant. Oui, en 2019, tu pouvais emprunter à 1% et c'était mieux avant. Mais ça reviendra pas. Oui, et imaginons que ça revienne en 2029. De 2019 à 2029, tu passeras ton temps à dire c'était quand même mieux avant. En fait, c'est toujours le bon moment. Oui, aujourd'hui, le prix, il est arbitré. En 2019, j'achetais cher, là, j'achète moins cher. Voilà. Donc, en fait, c'est de trouver le bon support au bon prix, de prendre son temps, de réfléchir aussi moyen, long terme. Et ce que j'ai déjà dit dans un autre podcast, ça, c'est notamment pour tous les gens qui nous regardent et qui sont très friands de rechercher sur Internet.
ne pensez pas que sur votre premier investissement, vous allez surperformer le marché. D'accord? Si vous pensez qu'en ouvrant un compte titre sur Boursorama, en faisant des titres vifs, vous allez battre les mecs de la City à Londres, parce que vous avez vu des vidéos sur TikTok, 98% d'entre vous, vous allez perdre de l'argent. Celui qui veut faire un investissement immobilier, commencez par un premier investissement immobilier, que vous revendrez, vous en referez un autre. Arrêtez de se dire, tiens, je vais commencer par un truc sur lequel je vais acheter 10 appartes à Vichy, parce que ça coûte 1000 euros du mètre carré, je vais faire du cash flow positif parce que je pars à 8% de rendement. Ouais, ok. Bah tiens, va sur Le Bon Coin et regarde combien il y a d'appartements qui sont alloués à Vichy aujourd'hui, alors que la rentrée des classes, elle est passée depuis longtemps. Essaye d'éviter ça. Ah, c'est mon conseil. Bien. Eh ben, Pierre-Emmanuel, merci beaucoup pour tous ces Merci, Eric. conseils et ce regard extrêmement objectif. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir à tous.